Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Une marche en faveur de la protection de l'environnement. L'association monégasque des athlètes olympiques a organisé ce mercredi une opération de nettoyage des déchets à laquelle, vous le verrez, a participé le prince Albert II. Sensibiliser les jeunes scolaires aux valeurs du sport, c'est tout l'objectif du rallye Princesse Charlène. La 8e édition a rassemblé des élèves de 3e de la principauté autour de différents ateliers. Lenny Kravitz, Sam Smith, Jamiroquai, pour ne citer qu'eux, ils sont à l'affiche du Monte Carlo Summer Festival 2024. Alfonso Sula, directeur artistique de la SBM, sera notre invité pour en parler. Puis nous recevrons ce soir la journaliste et réalisatrice Ksenia Bolchakova. Pour elle, il est capital de relayer ce qu'ont vécu et ce que vivent les Ukrainiens. Elle l'a fait dans 2 documentaires, dont un qui a été primé par le prix Albert Londres. La brasserie de Monaco, saluée au prestigieux concours international de Lyon, sa bière blanche a remporté la médaille d'or. Nous vous dévoilerons la raison de ce succès dans ce JT. Je vous le disais en titre, le prince Albert II a participé ce matin à l'Olympians Clean-up. Il s'agit d'une opération menée par l'AMAO, l'association monégasque des athlètes olympiques, visant à ramasser des déchets lors d'une randonnée jusqu'à la Tête de Chien. Vanessa Dessier et Lionel Bernardi étaient au point de départ de cet événement en faveur de l'environnement, place du Palais Princier. Voyez leur reportage. Mégots, papier, verre, une opération de ramassage des déchets était organisée par l'association monégasque des athlètes olympiques. L'événement écologique a rassemblé quelques élèves de la Principauté et de Beau-Soleil et quelques athlètes monégasques aux côtés du souverain. C'est la 3e édition de la Olympians Clean-up qui est dans nos valeurs olympiques, qui sont l'excellence, le respect, bien sûr, de l'environnement et l'amitié. Donc là, on a convié, comme chaque année, des élèves de Monaco et des élèves de Beau-Soleil, puisqu'on traverse le territoire de Beau-Soleil, et nous terminerons jusqu'à la Tête de Chien. Cette action, c'est pour collecter des déchets tout le long de notre chemin. À savoir que l'année dernière, on avait collecté jusqu'à 18 kg de déchets. Les enfants nous étonnent puisqu'ils connaissent mieux que nous, et puis ils ont cette faculté où c'est eux qui ramassent. Nous, peut-être parfois on oublie, on voit des déchets, on s'en occupe pas, mais eux, ils n'oublient pas. Quelques courageux collégiens se sont donc levés très tôt pour cette marche bien matinale en gardant à l'esprit cette belle mission. On est tous contre la pollution et qu'on essaye de prendre le plus de mégots possible et de déchets. On est pour l'écologie et je pense que c'est bien ce qu'on fait vu qu'on enlève la plupart des déchets sur notre route jusqu'à la Tête de Chien. J'aime bien cette journée parce qu'en fait c'est pour l'environnement et tout, en vrai c'est important pour la planète, pour protéger l'environnement, les animaux et tout. Je suis super contente de le faire, c'est super pour la planète. Ça nous fait apprendre les vies de la nature et certains métiers et c'est une très bonne activité pour la planète et pour Monaco. Même s'il convient de lutter contre la génération de déchets à la source, les enfants, eux, ont bien compris qu'il suffit tout simplement de modifier les comportements. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la conférence diplomatique s'est ouverte aujourd'hui au Monte Carlo Bay. Un rendez-vous qui se déroule sur 2 jours et qui réunit en principauté l'ensemble du corps diplomatique de Monaco. Différents sujets d'actualité vont être évoqués lors de ce temps fort annuel, dont le 75e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'UNESCO et le 20e anniversaire de l'adhésion de Monaco au Conseil de l'Europe. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Cette semaine est marquée par la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. À quelques jours du 6 avril s'est tenu le rallye Princesse Charlène. Il a réuni des élèves de 3e de la Principauté autour d'ateliers basés sur les valeurs du sport. Alban Gingembre et Camille Caloni reviennent sur cet événement organisé notamment par la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, la Fondation Princesse Charlène, Peace and Sport et d'autres entités monégasques. Le sport comme langage universel en faveur de la paix, c'est le message porté par ce rallye. Sur leur circuit, les élèves ont pu participer à plusieurs ateliers, à commencer par un concours de dessin pour exprimer cette thématique. La paix dans le sport et l'amour dans le monde. En participant à ce rallye, les collégiens ont un objectif commun. De profiter, un maximum. On arrive à se respecter les uns les autres et l'important c'est de participer, même si on ne gagne pas, c'est de le faire un maximum. Oui, on s'entraide et tout, même s'il y en a un qui bloque, on essaye de le motiver, etc. pour éviter de laisser tomber les autres. C'est collectif,
Donc ça c'est déjà super pour partager des moments avec ses potes et tout. Surtout c'est pour une bonne cause. Donc je trouve que tous les efforts qu'on fait, voilà, c'est pas comme le sport, les cours de PS classiques où on travaille pour des notes. Là c'est vraiment quelque chose de concret, donc c'est parfait, on lâche rien. Donc ça c'est cool. C'est aussi de se faire plaisir et de faire un peu de sport. Les jeunes ont aussi eu la chance d'écouter les témoignages d'athlètes. Le gymnaste monégasque Kevin Crovetto a participé aux Jeux Olympiques de 2016. Le message aujourd'hui qu'on voulait faire passer, c'était que le sport pouvait être un véritable outil pour la paix et qu'à travers les disciplines sportives et les événements sportifs, on pouvait envoyer un réel message de paix. Et lorsqu'on a des interventions comme celle d'aujourd'hui, quand on se rend compte de tout ça, c'est important d'avoir des athlètes internationaux comme Paula Radcliffe. C'est des modèles pour les enfants et ça leur permet de bien imprégner le message. Ce qui est bien, c'est surtout de faire à la fois l'esprit sportif, c'est-à-dire bien sûr le sport en tant qu'activité sportive, c'est très important pour le bien-être des enfants et la compétition, mais aussi tout ce qui est, je dirais, intelligent, intellectuel, et donc c'est un savant mélange des deux choses. L'esprit de compétition est dans un esprit, je dirais, de camaraderie, et je crois que ça prend bien, la sauce prend bien chaque année. C'est l'esprit monégasque qui transparaît là, et on voit que tout le monde a envie de se mobiliser pour une belle cause qui est d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Un rallye qui intervient chaque année dans le cadre de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix le 6 avril. C'est un rendez-vous qui rythme musicalement notre été. Le Monte Carlo Summer Festival a dévoilé aujourd'hui la programmation de sa prochaine édition. Live the Music, Feel the Vibe, c'est ainsi qu'elle est présentée. Elle débutera le 6 juillet prochain avec Star 80, un concert au profit de Fight Monaco. Suivront de nombreux artistes de la scène internationale. Pour en savoir plus, nous sommes en duplex avec le directeur artistique de la SBM. Bonsoir Alfonso Sula. Bonsoir. Que nous réserve cette édition 2024 du Monte Carlo Summer Festival? De grands noms sont encore à l'affiche. Il y a de grands noms, oui, effectivement. Comme d'habitude, on a essayé d'évoluer un petit peu dans cette nouvelle édition. Ça commence donc le 6 juillet avec la soirée Fight Heads et un spectacle qui s'appelle Star 80 encore. On continue donc le 9 juillet avec Sam Smith, l'artiste anglais que l'on ne présente plus, qui est très en vue en ce moment. On poursuit après le 16 juillet, on va remonter à l'Opéra Garnier parce que cette année le festival, un petit peu comme l'année dernière d'ailleurs, sera à la fois dans la salle des Étoiles mais aussi à l'Opéra Garnier, où l'on retrouvera un concert en compagnie de Diana Krall, donc le 16 juillet pour un concert plus intimiste, plus jazzy, plus cosy. On redescendra par la suite le 19 juillet pour le célèbre gala de la Croix-Rouge dans la salle des Étoiles où l'on retrouvera le groupe Jamiroquai. On poursuit ensuite le 25 juillet, on va rester encore dans la salle des Étoiles en compagnie d'un groupe emblématique New Wave des années 80, un groupe britannique, les Duran Duran. On poursuit et on finit à la salle des Étoiles avec 2 concerts debout avec le même artiste, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz qui revient avec une tournée mondiale extraordinaire pour deux concerts debout à la salle des Étoiles avec son nouveau spectacle et son nouvel album. Et avec ses hits incontournables, on ne présente plus le personnage. Il va au-delà de la musique, au-delà du rock. C'est vraiment une vraie icône. Oui, on l'entend, une programmation très riche. Comment on travaille justement sur une telle programmation? Comment on attire ces artistes à Monaco? On part, si vous voulez, d'un dessin idéal, d'une wish list, d'un rêve même, et après on élimine petit à petit, selon les disponibilités des artistes. C'est toujours avec le cœur, après avec les oreilles, et après aussi il y a une part financière qui est importante et qu'il faut mettre dans la machine parce que, hélas, aujourd'hui, le modèle économique des concerts a énormément changé et il devient de plus en plus compliqué de pouvoir concourir avec des destinations, des arénas, des zéniths et des théâtres comme ça. Mais on n'a aucune difficulté à convaincre les artistes pour venir retrouver une proximité avec un public ici à la salle des Étoiles du Sporting Monte Carlo.
Vous parlez de vos prédécesseurs. L'ancien directeur artistique de la SBM, Jean-René Palacio, disait que la recette du succès de ce festival, c'était le mélange des genres et des générations. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Quand on monte ce line-up, cette programmation, il faut tenir compte de tout cela. On ne peut pas faire des tunnels musicaux dans lesquels on retrouve le même genre. Il faut vraiment se donner la possibilité de satisfaire un maximum de personnes et dans un laps de temps très restreint, essayer de les amener ou de les faire revenir et s'adapter petit à petit à ce public qui, lui, est en évolution, bien évidemment. Alfonso Ciulla, cette édition du Monte Carlo Summer Festival est la première sous votre direction. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? C'était une salle, enfin 2 salles que je lorgnais, entre guillemets, parce que je me disais qu'est-ce que ça doit être bien de programmer là-bas. Et c'est une fierté d'abord. Après, une reconnaissance par rapport à tous mes prédécesseurs, un respect, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour moi, c'est le nerf de la guerre, le respect. Lorsqu'on arrive quelque part et que, eh bien, on n'a pas encore les repères, le bon début, c'est de respecter. En tout cas, c'est une bien belle programmation pour l'édition 2024 du Monte Carlo Summer Festival. Merci beaucoup, Alfonso Ciulla, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. En basket, la Roca Team reçoit le Žalgiris Kaunas ce jeudi à 19h à la salle Gaston Médecin. Un match à enjeu aussi bien pour le club de la Principauté que pour la formation lituanienne. D'un côté, les Monégasques veulent consolider leur place dans le top 4. De l'autre, le champion de Lituanie vise le play-in. Il faudra donc mettre de côté la fatigue accumulée cette saison pour performer à la maison. On écoute Sacha Obradovic et Donatas Moteyunas. Ils sont au micro de Christina Tomel. Sometimes, like you don't depend, like from good day, like like your opponent. You depend, from what you do. If you give them a good day, so I hope, we're not gonna give this, and that we can play consistent, like the previous game against Asvel. The first and the last 5 minutes was okay, like here, but in between, like we struggle, like here, so. To find the consistency, it's also one part, like to bring back, also the people, like after all this, awards, Mike to be same, like before, Jordan to be same like before, so we don't have a time, like we, like need those guys, like to perform, like on their best, to be the best. Playing against my hometown team is always a special and. It was always a big fight. All the games that we play were close games, and especially the situation, knowing the situation, our situation, knowing their situation is going to be a huge fight tomorrow. And just by me personally knowing how much of a fight they're going to put in is going to be a very difficult game for us. Monaco Žalgiris Kaunas, c'est donc demain à 19h à la salle Gaston Médecin. Et puis l'actualité sportive, c'est aussi le Rolex Monte Carlo Masters qui débute ce week-end. Les meilleurs joueurs au monde seront présents sur la terre battue du Monte Carlo Country Club. On peut citer notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou le tenant du titre Andrei Rublev. Leurs adversaires seront déterminés lors du tirage au sort qui sera diffusé en direct sur Monaco Info ce vendredi à partir de 17h, suivi de votre émission Les Experts du tennis. Nous délocaliserons également notre JT samedi pour revenir plus en longueur sur la 117e édition avec nos invités en plateau. Il est temps à présent d'accueillir notre seconde invitée. Pour elle, il est capital de relayer ce qu'ont vécu et ce que vivent les Ukrainiens actuellement. Ksenia Bolshakova est journaliste réalisatrice. Elle a produit 2 documentaires saisissants sur ce conflit qui s'enlise, des enquêtes qui comptent prouver les crimes de guerre commis et planifiés par Vladimir Poutine et son régime. Ksenia Bolshakova était l'invitée du Monaco Press Club hier. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir sur Monaco Info pour vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes grand reporter, vous êtes sur le front pour nous informer, nous raconter et montrer ce qu'est la guerre. À quoi ressemble la réalité de votre métier sur le terrain ? C'est un métier compliqué sur le terrain, surtout en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, depuis le 24 février 2022. Les journalistes ont été assez régulièrement pris pour cible et quand on travaille
d'ailleurs d'autant plus le plus près de la ligne de front, on est souvent en danger parce qu'il y a des bombes qui tombent, il y a toujours la menace d'un éclat d'obus ou d'une balle perdue qui sont là. Peut-être un des risques principaux que prennent les journalistes aujourd'hui, c'est évidemment d'arriver dans des zones qui ont été récemment désoccupées, enfin libérées par l'armée ukrainienne, l'armée russe laissant énormément de mines et nous, notre équipe, on a failli plusieurs fois effectivement marcher sur des mines, notamment dans la région de Kharkiv à l'est du pays. Alors on va revenir maintenant sur votre travail. Il a été salué en 2022 par le prestigieux prix Albert Londres pour votre documentaire co-réalisé avec Alexandra Joussef Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Cela a demandé, j'imagine, de nombreux mois de préparation et d'enquête. Comment on aborde et on travaille sur un tel sujet ? Avec Alexandra Jousset, on a enquêté pendant plus d'1 an sur la milice Wagner et à l'époque, quand on avait commencé ce travail, tout le monde se moquait un petit peu de nous en nous disant pourquoi vous faites un film sur le célèbre compositeur allemand, parce que les mercenaires de Wagner étaient très méconnus. Ils ont été rendus célèbres par Evgeny Prigojine qui a assumé la paternité du groupe une fois la guerre en Ukraine démarrée, mais au début c'était vraiment un sujet très confidentiel, très difficile, notamment de trouver des mercenaires qui acceptait de témoigner face caméra et ça a été un des gros enjeux pour nous. Et le film a été diffusé le 20 février 2022, donc 4 jours avant le début de la guerre. Et c'était un travail un peu prémonitoire parce qu'on a vu justement à quel point cette milice est devenue importante aussi sur le front ukrainien quand le patron Evgeny Prigojine a commencé à recruter dans les prisons russes. Il a recruté 50 000 anciens prisonniers pour venir gonfler les rangs de son armée plus si secrète que ça. Donc Wagner a joué un rôle aussi déterminant dans les premiers mois de la guerre et on a suivi de près cette évolution aussi. Et puis vous revenez aujourd'hui avec Ukraine sur les traces des bourreaux, un documentaire réalisé cette fois-ci avec Manon Loiseau, diffusé sur Arte, que l'on peut toujours découvrir sur le site de la chaîne. Cette enquête compte prouver les crimes de guerre commis et planifiés par Vladimir Poutine et son régime. Tout à fait, c'était l'ambition, c'était de montrer les contours de ce projet mortifère qu'est le projet russe en Ukraine, de démontrer que la guerre n'a pas été déclenchée sur un coup de tête du jour au lendemain, que c'était prévu depuis longtemps. On a pu rencontrer des victimes, évidemment recueillir les témoignages de victimes de torture, de détention arbitraire, d'adultes et d'enfants qui ont été déportés d'Ukraine vers la Russie. Je crois qu'on a enquêté pendant plus d'1 an pour faire ce film et c'était un travail extrêmement difficile parce que forcément quand on parle à des victimes, on emporte leurs témoignages avec nous et même psychologiquement pour nous ça a été très dur. Oui, justement, comment on arrive à vivre avec ces témoignages, à s'en défaire? On ne s'en défait pas, c'est bien ça le problème. Enfin, le problème. Ça fait partie aussi de notre responsabilité de journaliste. On est là pour recueillir la parole de ces personnes et on nous confie un récit, on nous confie une histoire. Dans le cas aussi des victimes de crimes de guerre, il y a un désir de justice. Donc, quand les victimes parlent aux journalistes, c'est aussi pour laisser une trace de ce qui leur est arrivé, pour pouvoir un jour peut-être espérer voir leur bourreau ou les personnes qui leur ont fait du mal être poursuivies en justice. Donc on a une responsabilité immense. Donc ce sont des récits dont on ne se défait pas vraiment. Est-ce que quand on travaille sur des sujets comme celui-ci, que l'on met en exergue ces crimes de guerre, on s'attend à avoir des représailles? On s'attend, oui, on s'attend à avoir des ennuis. Pour le coup, dans le cadre de ce documentaire-là, on avait prévu d'aller tourner une partie du film en Russie. On a décidé de ne pas le faire puisque, entre-temps, il y avait l'arrestation de notre confrère Evan Gershkovich qui travaille pour le Wall Street Journal. Evan qui a été arrêté en Russie alors qu'il était accrédité, qu'il menait une enquête sur le complexe militaro-industriel russe. Ça fait 1 an qu'Evan est en prison. Il a été arrêté par les services de sécurité et il est accusé aujourd'hui d'espionnage. Il risque 25 ans de prison. Donc il y a évidemment la menace d'une arrestation, de représailles, et il est de plus en plus difficile de travailler côté russe surtout, parce que côté ukrainien, surtout dans les zones qui ont été libérées, c'est évidemment beaucoup plus simple, mais mener des enquêtes compliquées aujourd'hui en Russie, c'est de l'ordre de l'impossible quasiment. Ksenia Bolshakova, vous êtes originaire de Russie, vous êtes née à Moscou. Est-ce qu'aujourd'hui vous le reconnaissez, votre pays d'origine ?
Non, c'est un pays qui a vraiment changé, c'est un pays qui a été transfiguré par cette guerre et par le régime de Vladimir Poutine. Il y a une étude récente qui a été menée par une organisation indépendante qui s'appelle Mediazona et qui a recensé plus de 116 000 personnes qui sont poursuivies aujourd'hui dans le pays pour motifs politiques. C'est quand même énorme. Donc oui, c'est un pays qui a profondément changé. C'est un régime qui est profondément violent. Comme on dit en russe, un État qui dévore ses propres enfants en les envoyant d'un côté se battre en Ukraine et puis aussi à l'intérieur de ses propres frontières en les envoyant en prison ou en menant des répressions aveugles. Eh bien, merci beaucoup Ksenia Bolchakova. On le rappelle, vous étiez l'invitée du Monaco Press Club ce soir. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez peut-être remarqué, une opération de grande envergure a lieu actuellement sur la falaise qui surplombe la promenade des pêcheurs. Ce sont des travaux de consolidation qui sont effectués suite à des défauts révélés lors des traditionnels contrôles de sécurité. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Une opération de consolidation importante et périlleuse. Pour ce faire, la falaise a été divisée en 4 zones, les 2 entrées du tunnel, la partie surplombant la promenade des pêcheurs et celle de la plage devant être sécurisée. Comme toutes les falaises un peu anciennes de la Principauté, il y avait des zones qui étaient plus ou moins déstabilisées. Donc le contrôle vise à voir si ces déstabilisations ne sont pas trop importantes, si elles n'évoluent pas trop vite. Et là, le dernier contrôle a fait apparaître une évolution un peu plus ennuyeuse. Donc on a réalisé une première purge pour faire descendre tout ce qui était vraiment présenté un danger immédiat. Puis après toute une série de consolidations qui ont été enclenchées. Avec l'autre difficulté sur cette partie-là, c'est qu'on a aussi ici en présence des espèces patrimoniales, notamment la nivéole de Nice. Donc il faut que l'on enlève à la fois les espèces dites envahissantes et qu'on préserve celles qui ont d'intérêt patrimonial. Une opération, donc, vous l'aurez compris, délicate. Un chantier qui avait débuté avec une équipe de 7 hommes il y a quelques semaines de cela et qui s'est depuis agrandi, les effectifs ayant doublé, le chantier devant obligatoirement être achevé avant le Grand Prix de F1. La brasserie de Monaco a remporté la médaille d'or pour sa bière blanche au concours international de Lyon. C'est la seule bière brassée ici même en Principauté. Déjà saluée par ceux qui l'ont goûtée, elle est désormais reconnue en dehors de nos frontières. Rencontre avec son maître brasseur dans ce reportage d'Alban Jean-Jambre et Camille Caloni. Derrière cette robe se cache une médaille d'or. La bière blanche de Monaco s'est démarquée parmi les plus de 1500 breuvages en compétition au concours international de Lyon. C'est une bière blanche de style belge tout à fait classique, dans lequel on ajoute uniquement les 4 ingrédients pour fabriquer la bière, à savoir l'eau, les maltes, le houblon et la levure. On ne rajoute rien d'autre. Et on a une bière blanche qui va avoir un goût de citron, d'agrumes naturel, avec relevé par de la coriandre. La bière blanche de la brasserie de Monaco, elle dégage à l'odeur, au nez et en bouche, vraiment des notes d'agrumes et de citron. C'est plutôt ça qui a fait la différence. Seule et unique bière brassée en Principauté, elle a déjà fait toutes ses preuves. C'est une satisfaction parce que c'est plus souvent la blonde qui a été récompensée. La blanche, on l'a fait évoluer ces dernières années en modifiant légèrement la recette afin de trouver celle qui lui correspond le mieux, et je pense que c'est bon. La brasserie met tout en œuvre pour satisfaire sa clientèle monégasque. Ici, quand on est brasseur, on a la chance de pouvoir maîtriser toute la chaîne de fabrication, que ce soit de la commande des matières premières jusqu'à la livraison chez les clients. On fait vraiment tout nous-mêmes, le duo de brasseurs, en toute autonomie, et c'est ça qui est agréable. C'est vraiment spécial de se retrouver à brasser sur un port en face, sur le circuit de Monaco. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez unique au monde. Et si cet aperçu vous a donné l'eau à la bouche, sachez que la brasserie de Monaco produit aussi différentes bières spéciales tout au long de l'année. À consommer avec modération bien évidemment. Et la brasserie était déjà à l'honneur dans notre rubrique Ceux qui font Monaco, car vous le savez, régulièrement sur notre antenne, nous mettons en valeur les commerçants, les artisans, les restaurateurs qui participent au rayonnement de la Principauté, des enseignes connues ou qui méritent de l'être. Christine Datomel, on vous retrouve ce soir sur le Rocher. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Monacoville dans une ancienne petite boutique. Son nom
Podling, aujourd'hui devenu un véritable bazar chic. Vous allez le voir, nous pouvons y trouver d'authentiques petits bijoux. Cette boutique est arrivée occasionnellement. Après Covid, on a connu donc une période difficile. Et on s'est efforcé de trouver quelque chose nous ressemblant un peu plus parce que le tourisme était fortement impacté. Donc on a eu l'occasion de prendre cette boutique Podling qui a beaucoup de charme. On n'a pas de licence souvenir, donc on est dans la déco, accessoires de mode et des petits bijoux. Un melting pot. On peut retrouver par exemple une marque qui s'appelle Big Panda qui font du recyclage avec des barils d'huile, avec des objets style des autruches, des animaux, voilà. Bon là pour l'instant vous venez en plein hiver, on attend encore la nouvelle collection des vêtements. On va travailler avec une marque de vêtements qui s'appelle Maison Blonde, qui est de hier, avec du coton bio. Alors, les bijoux, on a des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, d'une société qui fait du commerce équitable, qui est une société française qui s'appelle Nozadoa. On s'efforce de travailler local et surtout européen, quoi. Vous faites également dans la qualité? La qualité, oui, c'est notre objectif prioritaire. Oui. On s'est efforcé de trouver des articles originaux et qui nous correspondaient également et qui séduisent les gens. On n'a que des retours positifs. Vous l'aurez donc compris, ici, mari et femme travaillent main dans la main pour trouver de véritables petits trésors. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Podling est ouvert tous les jours de 10h à 18h et 20h durant les beaux jours. Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa Dessy. À quoi devons-nous nous attendre pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil sera bien présent durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 11 à 17 degrés et nous souhaiterons une bonne fête à tous les Isidore. Soleil donc sur la principauté en ce début du mois d'avril. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Je vous laisse découvrir les photos de fin de JT consacrées ce soir au rallye Princesse Charlène. Photo signée Manuel Vitali. Belle soirée à tous et à demain 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.